La chantilly, vous savez, cette superbe texture que l'on trouve en bombe et qu'on adore mettre directement dans la bouche ou sur nos fraises. Alors certes, si on veut parler histoire de la gastronomie, il ne faut pas montrer ça dans nos vidéos. Dixie, un commentaire sur un short. Mais bon Dieu, que cela dépanne. Et oui, car en faire, ça prend quand même un peu de temps et de technique. Un peu comme la crème fouettée, qui d'ailleurs est la même chose, sauf que la chantilly, bah c'est sucré. Mais outre en mettre dans sa bouche ou sur son chocolat chaud, elle est utilisée dans beaucoup de recettes. Par exemple, un Gvosfort-Cake ou un Verdenbeste. Oui, je ne connais pas non plus. Des entremets, des pommes de terre au four, des sablés aux pommes, chantilly caramel ou tout simplement une belle tarte aux fraises. Mais avant de se donner faim à notre estomac, on va donner faim à notre cerveau. D'où vient la chantilly? Qui est ce merveilleux créateur de cette mousse exquise? Eh bien, accrochez-vous. Prenez votre Irish Coffee, on part au 19e siècle. Voire un peu avant quand même. Bienvenue les histoculino curieux. Avant de parler de chantilly ou de crème fouettée, il est bon de savoir comment on a aussi découvert la crème liquide. Parce que sans ça, on dit adieu à la chantilly. Comme vous avez deviné, pour faire de la crème, il faut du lait. Et donc l'aventure de ce dernier commence depuis 10 000 ans avec le début de l'agriculture et de l'élevage. Mais comment obtient-on de la crème déjà à l'époque? Eh bien, juste en laissant reposer le lait, fraîchement trait de la chèvre. Eh oui, avant l'animal laitier par excellence était le lait de chèvre. D'ailleurs, d'un point de vue métabolique, le lait de ce petit ruminant est plus proche du nôtre en termes de besoins. Imaginez-vous, une chèvre peut monter jusque 140 kg, même si elle avoisine en général 55-75 kg. Ce qui est plus proche du poids d'un homme adulte, comparé à celui de la vache qui ferait entre 500 et 1200 kg. Bref, à l'époque, les chèvres sont élevées pour leur lait, les brebis pour leur laine et les vaches pour le travail de la ferme. Mais revenons-en à notre crème. Il est impératif de le faire juste après la traite, car le lait qui avoisine les 30-32 degrés fait remonter son gras plus facilement. Celui-ci s'amalgame pour former une jolie couche de graisse que l'on récolte plutôt facilement. On retrouve d'ailleurs des traces de la crème sur des fresques sumériennes datant de 2500 avant Jésus-Christ. Beaucoup de peuples l'apprécient, comme les Celtes ou les peuples nomades asiatiques. Quant au Moyen Âge, on l'utilise rarement, sauf pour faire du beurre, qui est un produit de luxe. C'est surtout avec la Renaissance que les cuisiniers commencèrent à jouer avec notre crème fraîche. Nos chefs de cuisine commencent à saturer des sauces acides du Moyen Âge. Ils préfèrent passer sur des sauces plus grasses. Et de ce fait, la crème liquide, longtemps boudée, commence à rentrer dans les mœurs. Elle est souvent utilisée comme liaison, ou même titre que la farine qui, elle, sert d'épaississant. Puis, vers le XVIe siècle, on commence à voir apparaître la crème fouettée. Mais on y reviendra plus tard, ne soyons pas impatients. Il faut savoir que, jusqu'en 1879, la crème est extraite toujours de la même façon depuis des millénaires. D'ailleurs, celle-ci s'appelle de la crème fleurette, la fleur de lait. En fonction des saisons, il faut 12 à 24 heures avant de la récolter. Aujourd'hui, cette appellation n'est pas réglementée. Elle est souvent utilisée par les industriels pour indiquer qu'elle est ni maturée ni stérilisée. Et donc, cette date de 1879 n'est pas innocente, puisqu'elle marque l'invention de l'écrémeuse centrifugeuse. Cette machine est une véritable révolution industrielle, un bijou de technologie. On doit cette découverte à Gustave de Laval, à qui on doit aussi le développement de la turbine à vapeur, mais aussi des machines à traire. Il fonde en 1883, avec Oscar Lamb, la société AB Separator, qui deviendra Alfa Laval. Alfa Laval est un gros fabricant d'écrémeuses. Et en 1889, il rachète le brevet des disques coniques qui optimisent l'extraction de la crème, disque toujours utilisé aujourd'hui. Dès lors, la production de crème liquide devient industrielle, mais elle permet aussi aux fermiers de produire plus facilement leur crème et donc plus facilement du beurre. D'ailleurs, connaissez-vous la différence entre la crème fraîche
et la crème fraîche épaisse. Tout simplement que pour la crème épaisse, on ajoute des ferments lactiques un peu comme dans du yaourt afin de l'épaissir. Mais d'ailleurs, comment fonctionne une écrémeuse pour séparer le lait de son gras? Vous l'aurez compris, c'est la force centrifuge, écrémeuse centrifugeuse. Pour faire simple, grâce à ce mouvement, les molécules de gras qui sont plus légères se rassemblent au centre du tourbillon puis montent, tandis que le lait plus lourd va vers les parois extérieures puis vers le bas. L'écrémeuse possède donc deux sorties, une pour le lait et une pour la crème. Lors de mes recherches, je suis tombé sur un truc pas forcément logique à mon goût. Comme vous le savez, dans le commerce, on a trois types de lait. Le lait entier, le demi-écrémé et l'écrémé. Alors le dernier c'est facile, on enlève tout le gras et on obtient notre lait. Mais pour le deuxième, comment sait-on qu'on en a enlevé la moitié? Eh bien, la réponse est simple, on enlève tout le gras. Et ce qui m'étonne le plus, c'est qu'on fait la même chose avec le lait entier. Puis, on rajoute à nouveau la crème pour rentrer dans les normes standardisées, c'est-à-dire 3,5% de matière grasse pour le lait entier, 1,5 à 1,8 pour le demi-écrémé. Pour ce dernier, ça me paraît logique. Mais pour le lait entier, mais quelle idée! Eh bien, c'est simple. Le lait de vache contient entre 3,6 à 4,4% de gras. Et il faut uniformiser tout ça. Et donc, dans du lait entier, il garde entre 0,1 et 0,9% du gras. C'est tout bénef. Bref, ça y est, on a de la crème depuis des siècles. Mais la chantilly. Quand on fait une petite recherche, on apprend que la chantilly a été créée par le pâtissier-traiteur, maître d'hôtel et intendant du château de Chantilly, François Vatel, entre 1663 et 1671. Or, que nenni, dans les récits de Rabelais, en 1531, il parle déjà dans ses textes de neige de crème. Mais on trouve également du lait fouetté sucré dans les écrits de Cristoforo de Messis-Bureau ou de Bartolomeo Scapi, ou encore de Lancelot de Casto, entre 1549 et 1604. Mais le résultat est encore bien différent de la chantilly que l'on connaît aujourd'hui. Revenons à M. Vatel. Ce dernier servit, lors d'une réception fastueuse du roi, cette cresme façonnée en avril 1771, fête organisée par le prince de Condé pour le roi Louis XIV. Mais il va falloir plus d'un siècle pour que cette crème fouettée sucrée porte son nom définitif. Ce nom a été donné par la baronne d'Oberkirch, qui a commandé pour son petit déjeuner de la crème du château de Chantilly. De la crème de Chantilly. De la crème Chantilly. Voilà l'explication. Aujourd'hui, le mot Chantilly est rentré dans les noms communs. Et on trouve des traces écrites à partir de 1820 dans des livres de cuisine dans la seconde édition du Cuisinier impérial de Viard. On trouve souvent la chantilly en bombe sous pression. Cette dernière a été inventée dans les ateliers d'Isigny-Sainte-Mère en 1970, une alternative au siphon dans lequel on ajoute du gaz. Mais l'appellation crème chantilly ne peut apparaître sur la bombe. Et ça, je l'ai découvert, c'est la première fois que j'y fais gaffe. Pour une bonne et simple raison, c'est que dans le cahier des charges de la crème chantilly, il faut que cette dernière soit faite à la main. Or, en bombe, ce n'est pas le cas. Donc, on regardera à 2 fois les bombes qu'on achète la prochaine fois. Voilà, avant de passer à la recette, je voudrais faire une petite halte sur le personnage de François Vatel, qu'on a parlé précédemment. De son prénom, Fritz Karl Vatel. Ce dernier meurt en 1671 à 40 ans dans les cuisines du château de Chantilly. Ce monsieur est passé aujourd'hui à la postérité, car il organisait de somptueuses fêtes et festins. Au début dans le château de Vaux-le-Vicomte, puis après au château de Chantilly. Vatel travaille sous les ordres du prince de Condé, Louis II de Bourbon-Condé. Ce dernier doit regagner les faveurs du roi suite au fait qu'il avait prêté son armée aux Espagnols pendant la guerre. Alors, il organise un énorme festin entre le 23 et le 25 avril 1671. François Vatel est sous pression. Il doit séduire Louis XIV et 3000 membres de la cour de Versailles. Le destin de Condé repose sur notre pauvre maître d'hôtel. Le premier jour se passe plutôt bien, même s'il y a 75 invités en plus qui se sont incrustés, et donc il manque de la viande. Mais le lendemain donne le coup de grâce à François Vatel. Ce dernier propose aux invités du poisson, car le 24 avril tombe sur un vendredi, un jour maigre
pendant le carême. Or, au matin, il ne reçoit que 2 paniers de poissons. C'est la panique. Les heures passent et rien n'arrive. Alors, va-t-elle déclarer à son second, « Monsieur, je ne survivrai pas à cet affront-ci. J'ai de l'honneur et de la réputation à perdre. » Alors, il monte dans sa chambre pour mettre fin à ses jours. Malheureusement, la commande de poissons arriva en même temps. Il faut savoir que le prince de Condé pleura sa mort, et le roi a expliqué que s'il ne venait plus au château pendant ces dernières années, c'était pour éviter l'intendance que ces visites ont causée. Aucun des convives, par respect pour Vatel, ne mangea alors le poisson, et le roi marque le retour en grâce du prince de Condé. C'est une histoire qui me touche, car aujourd'hui on est tous oppressés par cette pression permanente qui peut provoquer des gestes de folie. Allez, on va quand même repartir sur une bonne note. On va se préparer de la brioche perdue à la chantilly et à la fraise. Ça fera du bien à notre bidou. Préparez donc votre fouet, c'est parti. Bon, je teste ma nouvelle organisation de plan de travail. Et je suis désolé par avance, j'ai mal cadré. Ça m'apprendra à faire 2 choses en même temps. Cette recette se fait en 2 jours. Il faut chauffer un peu de lait pour y faire fondre la levure. Attention, pas trop chaud. Puis mettez-la de côté. Ensuite, préparez la farine et mettez-y les œufs. Ajoutez ensuite le sucre, la levure. Voilà, il ne reste plus qu'à faire fondre le beurre et de l'ajouter à la préparation. Il ne vous reste plus qu'à bien mélanger pour obtenir une pâte uniforme qui ne colle pas de trop. Maintenant, il faut laisser reposer la pâte dans le frigidaire toute la nuit. A few moments later. Ça y est, la pâte est prête à être modelée. Je la mets dans un plat car j'aimerais obtenir une brioche moulée. J'attends une demi-heure et je la mets au four à 200 degrés pendant encore une bonne demi-heure. Et voilà, elle est cuite. Laissez-la refroidir, puis coupons des tranches. Il est temps de couper les fraises en lamelles. De mélanger aussi la mascarpone avec du sucre. Pas trop, mais si vous avez du sucre vanillé, c'est top. Ensuite, il est temps de monter la chantilly. Alors l'astuce est une crème très froide dans un plat très froid et de faire un bain-marie froid. Ça me met un froid cette histoire. Ensuite, préparez 2 œufs avec 250 ml de lait pour plonger votre brioche dedans. Le mieux, c'est qu'elle date de quelques jours. Ensuite, vous la mettez dans la poêle. Je déteste ma plaque, elle me fait toujours tout cramer. Vous faites cuire la deuxième. Il est temps de monter le dessert dans l'assiette. Une tranche de brioche, de la mascarpone, des fraises, puis une nouvelle tranche. Ensuite, vous recouvrez de chantilly et vous mettez des bouts de fraises. Et voilà. PS, c'est hyper copieux. Waouh, sacrée recette. Hyper gourmande et hyper calorique. On a mis 2 repas pour manger le dessert. Mais pas grave, comme disait mon grand-père, adoré Jules. Oui, c'est aussi le nom de mon fils. Donc vous comprenez que je l'aimais beaucoup. Faut bien mourir de quelque chose. Et c'est ne pas en me privant que ça va arriver. Je fais quand même attention à mon surpoids, un peu. Voilà, lorsque j'ai eu l'idée de faire l'histoire de la chantilly, merci Yo qui est originaire de Chantilly et de m'avoir donné l'idée, je ne m'attendais pas à apprendre autant de choses, et c'est en ça que je prends mon pied quand j'écris. Et en plus, sans en dire plus, ça en fait des plus. J'ai écrit pour un autre youtubeur, pour qui j'ai beaucoup de respect. Je vous en dirai plus dans une prochaine vidéo, prochaine, on verra bientôt. Il me tarde, ça va être extraordinaire. Donc voilà, l'aventure de la crème chantilly s'arrête ici. J'espère que cette histoire vous a plu et vous a appris des choses. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, à le faire, ça m'aide énormément et me donne du peps pour continuer. N'hésitez pas non plus de liker et de commenter. Et je tiens à remercier tous ceux qui le font déjà.
Vous êtes formidables. Donc on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo sur le thème des cookies. Avez-vous des recettes favorites à me transmettre? Préférez-vous qu'ils soient tendres, qu'ils soient durs? Dites-le moi en commentaire. Alors, j'espère que vous ferez cette recette et que vous l'apprécierez comme nous. Je vous fais des bises, mes histoculino curieux.